Alors, merci là, à l'UJD pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous tous et toutes ce midi pour vous parler de mon projet de doctorat, en fait, là, et vous présenter certains résultats. Donc, sans plus tarder, je ne m'attarderai pas sur le plan de la présentation. C'est un plan assez traditionnel où, dans les premières minutes, je vais vous mettre en contexte la réalisation du projet de recherche pour ensuite plancher sur les principaux résultats de recherche. Et j'aimerais pouvoir discuter et échanger avec vous pour ceux et celles qui auront des questions. Donc, d'abord, une brève présentation. Vanessa m'a bien introduite. Là, je suis présentement stagiaire postdoctorale au Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et de la famille, donc plus communément appelé le CEDEF à l'UQTR. Mais je voulais prendre le temps de situer que ce que je vous présente aujourd'hui sont issus de ma thèse doctorale. Donc, une thèse de doctorat qui a été réalisée à l'Université de Montréal en travail social sous la direction de Marie-Andrée Poirier et Marie-Andrée Poirier, Sonia Elie. Je ne sais pas si j'ai mélangé les noms, désolée. Donc, c'est une thèse de doctorat qui a été réalisée, le terrain de recherche, dans la grande région montréalaise, dans les services de protection de la jeunesse et donc à l'IUJD, le partenaire de la conférence aujourd'hui. Simplement situer aussi que la thèse s'est inscrite dans un projet plus large qui portait sur la stabilité des placements en famille d'accueil de proximité, un projet longitudinal qui était dirigé par Sonia Elie et dont Marie-Andrée, Chantal Lavergne faisait partie. Et je profite de ces premières minutes, en fait, pour faire quelques remerciements, notamment aux parents qui ont été rencontrés dans le cadre de la thèse. Je vais y revenir tout à l'heure. Pour moi, mes premiers remerciements vont à eux. La thèse ne tiendrait pas si ce n'était pas de leur grande générosité. Je remercie aussi plusieurs organismes, institutions qui ont offert un soutien financier pour la réalisation de la thèse. Ici, rapidement, surtout parce que vous allez avoir le PowerPoint disponible après, je vous ai mis certains articles qui ont été publiés. Les premiers ici, sur cette diapo, sont ceux en lien avec le projet plus large sur la stabilité des placements en famille d'accueil de proximité. Et dans cette deuxième diapo, en fait, j'ai mis, il y a certains bulletins de transfert de connaissances qui ont été publiés, distribués, notamment au sein du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, à tous les intervenants, gestionnaires qui ont pris part au projet. Et dans la deuxième portion, vous avez certains articles, publications qui sont liés plus directement avec la thèse. Donc, pour certaines qui seraient intéressés, si jamais vous ne réussissez pas à les avoir, n'hésitez pas à m'écrire. Il y aura mon courriel aussi à la toute fin. Donc, je me lance dans cette brève mise en contexte de la réalisation du projet. D'abord, pour moi, c'est important de situer, bien que ce ne sera pas une surprise pour personne, que le projet s'est réalisé en contexte de protection de la jeunesse. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a certains éléments sur lesquels je veux porter votre attention parce qu'ils ont une incidence aussi sur la suite des résultats et sur l'angle qui a été choisi pour la thèse. Donc, d'abord, rappeler que dans nos services québécois de protection de la jeunesse, la porte d'entrée est un signalement. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que la situation de l'enfant est signalée à l'autorité. C'est une porte d'entrée, un mécanisme d'accès aux services qui est quand même particulier, qui est moins volontaire de la part des parents. Ceci dit, je n'exclus pas que certains parents vont utiliser aussi ce mécanisme-là pour avoir des services, mais ça reste majoritairement un contexte qui est non volontaire de la part des parents. C'est aussi une pratique sociale, une pratique d'intervention qui est encadrée par une loi, la loi de la protection de la jeunesse, ce qui vient aussi mettre la table sur certaines pratiques cliniques. Et j'attire aussi l'attention sur le processus clinique qui est en vigueur en ce moment, ici dans le modèle québécois, qui suppose une certaine succession d'intervenants, intervenantes, notamment parce qu'il y a ce que j'appelle, moi, une cascade dans la prise en charge. Donc, un signalement, potentiellement une première intervenante à l'évaluation, orientation. Et quand le dossier, la situation familiale est retenue et qu'il y a prise en charge, il y a généralement une deuxième intervenante qui s'ajoute à l'application des mesures. Et ça, c'est sans compter ce qu'on ne peut pas nier actuellement du contexte où il y a une très grande mobilité du personnel qui amène finalement un mouvement de chaise. Et ce que ça a comme conséquence pour les parents et les familles, c'est d'avoir plusieurs intervenants, intervenantes et de devoir se raconter, se répéter à plusieurs reprises.
Je vous le dis parce que ça a une incidence, comme je vous dis, là, sur la suite de la présentation. J'attire aussi votre attention, en fait, sur une pratique de la protection de la jeunesse qui est celle du placement, parce que, bon, c'est une pratique de dernier recours. La loi soutient le maintien de l'enfant le plus possible au sein de sa famille. Malgré tout, de récentes recherches montrent que c'est près de 60% des enfants qui vont connaître à un moment ou à un autre une mesure de placement durant leur prise en charge. Et ça s'appuie là, sur une observation de 4 ans. De leur prise en charge. Donc, on peut penser qu'il pourrait y en avoir plus si on étendait là, cette lunette-là d'observation. Il y a différents types de placements et de milieux d'accueil. Bon, il y a notamment les familles d'accueil de proximité, les familles d'accueil régulières, les familles banques mixtes. Il y a également les milieux un peu plus institutionnels qu'on reconnaît comme foyer de groupe, centre de réadaptation. Ce que moi, je vais m'attarder principalement aujourd'hui comme type de placement, c'est les familles d'accueil de proximité, qui est un placement, je vous dirais, là, qui connaît quand même une certaine augmentation dans les dernières années dans différents modèles, notamment ici au Québec. Je rappelle aussi que le placement peut être une mesure temporaire, permettre aux parents de se reprendre en main, de corriger une situation, mais peut aussi s'avérer plus permanente et à long terme dans certaines situations. Ici, je vous présente certaines petites données là, en lien notamment avec le projet sur la stabilité des placements FAP. Donc, dans une cohorte d'enfants placés qu'on a suivi de 172, c'est 33% des placements qui étaient de moins de 3 mois et qui finalement survenaient avec une réunification familiale. Mais c'est aussi près de 30% qui sont des placements à long terme et donc jusqu'à la majorité de l'enfant. Autre élément de mise en contexte par rapport au placement en FAP, je vous propose ici une certaine définition légale et pratique. Donc, ici au Québec, au sens de la loi de la protection de la jeunesse, le terme famille d'accueil de proximité désigne un milieu d'accueil sous la responsabilité d'une personne ayant un lien significatif, je l'ai mis ici en gras, avec l'enfant et pouvant avoir ou non un lien de parenté avec ce dernier. Donc, c'est ici une petite nuance intéressante. On voit beaucoup dans la littérature des termes comme le kinship care qui renvoient à cette notion de faire partie, d'être un kin, donc d'avoir un lien de parenté, mais ce lien de parenté-là n'est pas nécessaire au sens de la loi pour être désigné famille d'accueil de proximité. Je l'ai nommé tout à l'heure, en fait, c'est un placement qui connaît une augmentation assez importante au Québec, mais aussi ailleurs dans plusieurs régions du monde. Ça s'explique de différentes façons, notamment une plus grande reconnaissance des liens familiaux qui existent, de l'importance de ces liens-là. Et on va le voir, parmi les avantages qui sont documentés et reconnus à ce type de placement, c'est entre autres cette plus grande continuité-là dans les liens familiaux. Il y a aussi des auteurs qui documentent la plus grande continuité culturelle dans ce type de placement. Il y a aussi tout un vaste pan de la littérature qui s'est intéressé à la stabilité et qui montre en fait que ce type de placement-là serait plus stable, c'est-à-dire que les enfants connaissent moins de déplacements, auraient des mesures de placement aussi plus longues, seraient moins susceptibles d'être adoptés par contre. Donc, ça peut être vu comme une forme de stabilité ou non. Je ne m'attarderai pas sur ces notions de stabilité. On pourra y revenir là, si vous avez des questions, mais ça fait partie des avantages qui ont été documentés là, à ce type de placement. Parmi certains enjeux, on note entre autres le manque de préparation, de formation et de services qui sont accordés aux familles d'accueil de proximité, notamment parce que, dans certaines situations, quand il y a une mesure de placement qui doit s'actualiser plus ou moins rapidement, il n'est pas rare qu'on va aller sonder dans le milieu de l'enfant si quelqu'un est disponible, intéressé à prendre en charge l'enfant. Ce contexte-là peut se réaliser assez rapidement, ce qui fait que la personne, parfois, justement, n'a pas suivi de formation ou de préparation. Il y a tout un volet aussi de services qui, actuellement, ne mise pas nécessairement sur un soutien très, très accru. Ça aussi, on pourra y revenir. Il y a d'autres auteurs écrits là, qui rapportent en fait qu'il y a un stress qui serait vécu par les familles d'accueil de proximité qui diffère un petit peu des familles d'accueil dites, je veux dire, régulières, là, donc dont le lien n'est pas préalable avec l'enfant, notamment à travers cette gestion des contacts avec les parents.
Très rapidement, dans le cadre de la thèse, j'ai eu envie de m'intéresser à la perspective des parents, notamment parce que c'est des acteurs qui sont peu entendus dans la recherche et c'est encore plus vrai là, quand on s'attarde à la recherche sur le placement en famille d'accueil de proximité. Donc, mon exercice de recension des écrits, c'est vraiment penché sur le point de vue des parents dans ce contexte spécifique, mais j'ai aussi ouvert là, sur les placements en famille d'accueil régulière également. Ce qui est documenté, en fait, là, ce que ma recension fait ressortir, c'est que bon, les parents partagent un certain vécu, notamment en termes d'émotions, de réactions suite au placement, mais aussi que ce vécu est influencé par différents éléments de contexte et va varier d'une personne à l'autre. Ce qui est ressorti, c'est qu'il y a très peu d'études spécifiquement sur l'expérience des parents qui vivent le placement en famille d'accueil de proximité. Et un autre élément qui est venu teinter finalement certains choix de la thèse, c'est que les parents nomment ne pas s'être sentis considérés et entendus suffisamment dans leur expérience avec les services de protection de la jeunesse. J'ai donc eu envie de leur donner une certaine voix. Très rapidement également, le cadre théorique que j'ai mobilisé est celui de la parentalité théorisée par Ouzel, un groupe de français multidisciplinaire qui propose là, de voir la parentalité selon 3 axes. Je vais les définir rapidement parce que, bon, ils vont revenir dans les résultats tout à l'heure. Un premier axe est celui de l'expérience. Donc, c'est toute l'espèce de psychique, donc les émotions, les cognitions qui sont liées à la parentalité. C'est aussi l'auto-évaluation que le parent va faire de lui-même. C'est dans cet axe-là que va s'incarner certaines normes sociales en lien avec la parentalité. Et ces normes-là vont être intégrées ou non par le parent qui va, bon, évidemment, influencer son auto-évaluation. Un deuxième axe, qui est celui de la pratique, c'est tout le prendre soin, le caring de l'enfant, qui est beaucoup lié avec la gestion bon, au quotidien, le partage d'une cohabitation avec l'enfant. On s'entend, hein, cette cohabitation-là est mise à mal pendant le placement parce que bon, l'enfant ne partage pas ce quotidien avec son parent. Mais bon, ce qui est également inclus dans cet axe-là, notamment pour ce qui est des questions du placement, c'est tous les contacts et la communication du parent avec son enfant. Enfin, le dernier axe, qui est celui de l'exercice, c'est l'axe un petit peu plus macro, c'est l'axe aussi davantage légal, qui renvoie à toutes les notions de responsabilité, de droit, d'autorité parentale, mais qui inclut aussi hein, les normes sociales en vigueur, les valeurs qu'on se donne comme société face à la parentalité. Carla Charretée est venue bonifier, en fait, là, ce que vous voyez au centre, là, il y a les 3 axes, est venue bonifier ce modèle-là en proposant une lecture écosystémique et il est venu inclure finalement plusieurs variables qui vont influencer ces 3 axes. Modèle super intéressant, je vais y revenir notamment plus loin là, dans la présentation. Je veux juste spécifier hein, que ce n'est pas un modèle qui a été développé de façon spécifique pour l'utilisation en contexte de placement. Donc, les objectifs de la thèse découlent directement de ces 3 axes de la parentalité. Donc, un premier qui est d'explorer l'expérience de la parentalité, que ce soit bon, en présence, en l'absence partielle ou totale là, des enfants, donc l'axe de l'expérience. Un deuxième qui est de comprendre la mise en pratique parentale et dans comment ça s'inscrit dans l'histoire de vie des parents. Un troisième qui est d'appréhender la compréhension des parents de leur exercice, la parentalité, le 3e axe. Et finalement, comme objectif, il était souhaité là, de relever quels sont les éléments et les contextes qui viennent influencer finalement ces 3 axes. En termes de méthodologie, j'ai utilisé le récit de vie qui s'inscrit dans les grandes familles et dans des approches dites narratives. C'est une approche méthodologique qui laisse énormément de liberté aux participants, donc au sujet de la recherche, qui suppose aussi un canevas d'entretien avec très peu de questions. L'idée étant que le participant puisse guider un peu l'entretien et qu'il puisse aborder ce qui est souhaité par ce dernier. C'est aussi important de situer et de rappeler que pour les tenants de cette approche, les récits qui sont obtenus sont compris comme une forme de résultat en soi.
Il n'est pas rare, en fait, que les récits intégrales sont publiés, par exemple, dans un ouvrage ou dans une thèse. Ce qui n'a pas été le cas là, pour moi, pour des motifs éthiques. Bon, j'ai présenté que des résumés et je ne vous les présenterai pas aujourd'hui, mais il faut avoir en tête que c'est une forme de résultat qui est reconnue. Pourquoi ce choix-là? Bien, il y avait une très grande pertinence pour moi dans la réalisation de la thèse, notamment parce que j'avais l'impression que ça permettait aux parents de se raconter différemment, de lui vraiment donner un micro puis de lui permettre d'aborder ce qu'il juge important de son histoire. Certains auteurs montrent aussi que c'est intéressant pour couvrir l'aspect temporel et la notion de trajectoire de vie. C'est aussi une méthodologie qui est sensible aux enjeux identitaires et à certains sujets plus délicats, comme c'était le cas de la thèse. Ça a été un choix tout indiqué. Et enfin, pour moi, ça apparaissait en très grande cohérence avec le travail social, qui est bon, la discipline là, dans laquelle j'ai réalisé la thèse de doctorat. Sur le plan de la méthodologie, pardon. Donc, j'ai rencontré 9 parents que j'ai rencontrés en fait à 2 reprises. C'est aussi dans la philosophie là, des récits de vie de rencontrer les parents une première fois pour récolter leurs récits, mais bon, de faire une partie d'analyse et de retourner auprès d'eux pour valider les récits. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis retournée rencontrer chacun des parents, récit en main. On a fait la lecture intégrale. Ça permettait aux parents de valider ce qu'ils étaient d'accord avec ce qui était avancé, est-ce qu'ils voulaient changer des choses, ajouter aussi ou modifier l'histoire. Très peu de parents ont choisi de modifier. J'avais 3 papas et 6 mamans. Et les parents avaient tous 1 ou 2 enfants, donc un total de 15 enfants. Puis là, je le décline, là, dont 12 sont placés jusqu'à majorité auprès d'un membre de la famille, mais dont 3 ne sont pas placés. Pour un, l'enfant vit avec la maman biologique, là, dont le père n'est plus en couple. Et pour 2 autres, pour 2 autres parents, en fait, ils avaient un enfant placé et un enfant qui n'était pas placés qui vivaient toujours avec eux. C'est une forme un peu de parentalité partielle que certains auteurs ont rapporté. Par rapport aux FAP, aux familles d'accueil de proximité, je trouve intéressant de vous situer en fait que 8 sur les 12 sont du côté maternel et 4 sont du côté paternel et que plus de la majorité sont en fait des grands-parents. Le recrutement s'est fait là, via le Centre jeunesse, ça c'est un vieux langage, le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, avec la collaboration des intervenantes qui sont responsables des dossiers des enfants. J'avais 2 critères, en fait, d'inclusion, que le placement soit à majorité et qu'il soit au sein de la famille élargie. Alors, déjà, pardon, que la voix me lâche, je planche sur certains des principaux résultats issus de la thèse. J'ai fait ici un petit plan parce que je trouvais intéressant. Je vais présenter beaucoup de choses, mais de façon organisée le plus possible. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur les résultats un peu plus descriptifs qui sont collés en fait sur les 4 objectifs de thèse. Donc, les principaux pour chacun. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter une typologie qui a été élaborée. Et enfin, en termes un peu plus de discussion, je vais vous situer une proposition de compréhension intégrative là, de la parentalité selon 3 lunettes. Ici, pendant que je reprends un peu ma voix, je vous laisse lire les 9 prénoms des parents. Cette diapo-là est importante pour moi parce que si j'avais eu 3 heures, je vous aurais situé chacune des 9 histoires des parents. Malheureusement, en 45 minutes, ce n'est pas possible. Mais je tenais à rappeler, d'une part, que les récits sont une forme de résultat reconnu, légitimé aussi dans le milieu académique, mais aussi que ces 9 histoires, 9 trajectoires qui s'inscrivent là, pour les parents dans leur histoire, qui sont très différentes hein, avec ce qu'ils ont tous et toutes vécu, mais que là, moi, ce que je vous présente, hein, c'est l'espèce d'analyse collective de ces 9 récits-là.
Donc, parmi les résultats thématiques, vous revoyez ici là, les 3 axes de l'expérience, de la parentalité. Je ne reprendrai pas chacun de ces axes-là, ni les différents thèmes. L'idée ici, c'est plus de vous situer que dans l'analyse qui a été faite, il y a eu un codage, si on veut, pour faire émerger certains thèmes dans chacun des axes. Et finalement, vous avez aussi là, les différents facteurs d'influence. Ces thématiques-là sont repris dans ce qui est présenté là, dans les prochaines diapos. Donc, pour l'objectif 1, on se rappelle qu'il était de regarder davantage l'axe de l'expérience. Il y a différents thèmes qui ont émergé. Puis j'ai choisi d'illustrer sous forme de trajectoire. Je vais revenir plus concrètement sur certains de ces thèmes-là. Notamment sur le premier, là, entrer dans la parentalité, parce que c'est une thématique que j'ai sondée auprès des parents rencontrés. Comment cette entrée dans la parentalité s'est effectuée. Donc, ce que à peu près tous les parents m'ont nommé, c'est un désir d'enfant. Donc, quand je les questionnais par rapport à ça, ils m'ont dit oui, je voulais des enfants, ou en tout cas, j'y avais pensé. Mais rapidement, dans leur discours, arrivait un « mais ». Et ce « mais » là, moi, je l'ai traduit comme une forme d'ambivalence. Hein. Oui, j'en voulais, mais il y a certaines conditions qui n'étaient pas favorables. Et malgré tout, il y a eu cette entrée dans la parentalité. Hein. Donc, les parents ont eu les enfants, sinon ils n'auraient pas fait partie de l'étude. Et cette entrée dans la parentalité-là, elle s'est matérialisée notamment à travers cette ambivalence-là, mais elle s'est réalisée aussi dans une certaine instabilité conjugale pour plusieurs. Certains ont nommé un désaccord de la part de leur entourage par rapport à la parentalité, ce qui les a amenés aussi à un certain isolement. Et il y a aussi été question des différentes conditions externes de défavorisation qui ne facilitaient pas finalement cette entrée dans la parentalité. Je vous donne ici là, deux petites citations pour illustrer. Ici, la première là, sur le désir d'enfant de Stéphane qui disait je te dirais que oui, on y avait pensé, on en voulait, on a essayé. Et quand tu parles d'essayer, c'est de regarder les dates, les positions sexuelles, tout ce qui entoure ça. Et c'est arrivé à un moment où on ne s'en doutait pas du tout. Et pour moi, c'était fini avec elle quand je l'ai su. Donc déjà, il introduit aussi cette notion d'ambivalence et de contexte peu favorable. On a ici Jason qui dit « Pendant longtemps, en tout cas, moi, je ne voulais pas vraiment d'enfant, quoique, j'étais plus jeune, je n'étais pas décidée à savoir vraiment si je voulais être papa, je n'étais pas décidée si j'étais avec la bonne personne, je n'étais pas sûre de moi. Puis, la mère des enfants, dans le fond, elle s'est fait avorter 3 fois avant qu'on ait mon fils. On a décidé de le garder finalement. » Cette notion aussi d'avortement s'est traduite dans le récit de plusieurs parents et s'inscrit dans cette forme d'ambivalence. Je reviens à cette notion de trajectoire pour vous pister sur trois éléments qui sont un peu des points de bascule pour les parents rencontrés. Un premier qui est cette expérience du retrait de l'enfant parce que, tous les parents ont vécu ce moment charnière-là où l'enfant est retiré pour une première fois pour certains. Certaines ont vécu des expériences de réunification avec leur enfant qui se sont malheureusement terminées, qui ont pu se maintenir dans le temps, qui constitue aussi un point de bascule pour certains de ces parents-là. Et enfin, ce qu'ils ont tous et toutes expérimenté aussi, la mesure de placement jusqu'à majorité. On voit ici, entre autres, Carole, pour qui cette expérience du retrait était très, très forte pour elle. Une connotation aussi un peu traumatique parce qu'elle y revient souvent dans son discours, dans son récit. Elle dit « Quand la décision a été prise, ils sont venus la chercher chez moi, une journée que je l'avais, j'étais en train de lui donner son boire. Ils sont rentrés dans la maison, ils me l'ont enlevé tout de suite de même des mains, ils l'ont donné à l'autre travailleur social. Ils sont sortis, ils m'ont dit « C'est un ordre de la cour. Ton enfant est placé. » Subitement de même. Pouf, il te l'enlève des bras. Je n'ai même pas eu le temps d'embrasser mon enfant. Donc, pour elle, c'était un événement quand même qui était important, qui était majeur dans son histoire et sur lequel elle revient fréquemment. On a un autre exemple ici là, de Stéphane qui dit « Moi, quand j'ai su pour le placement à majorité, ça a comme fait « OK, là, wow, t'es dans la merde solide. Oublie ça, tu ne peux plus aller le rechercher. » Donc, pour ce papa-là, c'est vraiment ce moment-là du passage à la cour qui a été un moment plus charnière et un point de bascule.
Par rapport à l'objectif 2, là, qui est davantage de documenter l'axe de la pratique, je vais être un peu plus brève. Je voulais situer d'abord que 9 des 12 enfants qui ont été placés l'ont été à moins d'1 an, ce qui vient grandement influencer la fenêtre possible des pratiques parentales des parents. Certains, là, les enfants ont été placés à quelques semaines. Malgré tout, parmi les thématiques qui sont ressorties là, sur cet axe, les parents ont parlé des difficultés qu'ils ont vécues avant le placement, notamment certaines difficultés conjugales. Et je voulais attirer aussi l'attention sur le fait que certains parents reconnaissent leur responsabilité dans le placement de leur enfant, s'inscrit dans ces difficultés-là qui sont vécues. Et par rapport à la thématique des contacts, ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a une partie des parents qui ont des contacts qui sont supervisés, une autre partie qui ne le sont pas. Et quand les contacts sont supervisés, certains sont supervisés par la famille d'accueil de proximité, d'autres par des intervenants de la protection de la jeunesse. On va le voir tantôt comment ça se module, notamment dans le profil. Il est ressorti, en fait, des fréquences très variables en termes de contact, mais aussi des modalités. Donc, on avait des parents avec beaucoup de restrictions ou un contact très limité, 1 heure par mois, d'autres pour qui, il n'y avait à peu près pas de restrictions, des dodos étaient permis. Je suis un peu plus brève là, pour cet axe-là. Sur l'axe 3, en fait, ce qui a émergé en termes de thèmes des récits, les parents ont parlé des notions de droit, de responsabilité, d'autorité parentale, mais ce qui est surtout ressorti en fait de mes analyses, c'est qu'il y a une certaine confusion des parents par rapport à ces termes-là et dans leur compréhension qu'ils en ont. Ce qui est également émergé là, des récits, c'est toute leur interaction et les contacts qu'ils ont eus avec le système de justice. Et je tiens à situer que c'est une expérience qui est quand même assez propre aux parents qui sont suivis par les services de protection de la jeunesse. Ce n'est pas tous les parents avec qui on a à naviguer dans ce système-là, qui est un système quand même pas toujours facile à déchiffrer. Et c'est entre autres ce que Carole nous illustre ici en disant... Elle parle de l'avocat de la protection de la jeunesse, m'attaquait. Il m'attaquait et je n'avais aucune défense, je n'avais personne. Même l'avocat, c'est des grands mots qu'il utilisait. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Donc, toute cette notion de ne pas comprendre, de naviguer, c'est ça, dans un système qui n'est pas le nôtre. Puis on le sait, c'est quand même avec des protocoles, une façon de faire assez établie. Il est également ressorti comme thématique toute l'importance de la filiation biologique pour certains parents et toute cette espèce de revendication-là, si on veut, de leur légitimité comme parents, de leur lien à l'enfant. On a ici, par exemple, Jason qui nous donne comme exemple et mon petit gars, je pense que c'est ma plus grande fierté. C'est mon petit clone, il me ressemble vraiment. Énormément. Et là, un petit peu plus loin, il nous dit « Je suis retournée avec elle, qui est la mère, et on a eu ma fille, mon deuxième petit clone, version fille. Mes gènes ont vraiment gagné sur cette bataille-là. » La notion de bataille, c'est quelque chose qui est revenu dans les récits de plusieurs parents. Et là, lui, il fait référence à cette notion de bataille gagnée. C'est cette bataille de la filiation qui est gagnée pour ce papa-là. Et enfin, un dernier thème qui était quand même saillant, c'est celui du manque de reconnaissance qui a été exprimé par plusieurs. On a ici Nicolas qui nous dit c'est parce qu'à un moment donné, nous autres aussi, on a des affaires à dire, que ce soit la DPJ, le procureur de la couronne, le juge, l'avocat des enfants. Le monde ne nous écoute pas. Après, ils se demandent pourquoi on ne veut pas avoir la DPJ dans notre dos. On leur claque la porte au nez, vous ne nous écoutez pas, c'est juste ça qui est dommage. Et c'est ce que je leur ai dit. La journée où vous allez écouter les parents, là, vous allez voir, il y a une meilleure communication qui va être bien mieux. Et Nicolas a vraiment fait ressortir à plusieurs moments dans son récit toute cette notion d'avoir l'impression de ne pas être reconnu, de ne pas avoir parole, notamment lors des interventions aux tribunaux. Objectif 4, donc les différents contextes et éléments là, de contexte qui viennent influencer finalement ces 3 axes-là ont été regroupés selon 3, je vais dire, grandes catégories. Donc, un premier que j'ai libellé, là, les événements biographiques, donc qui est ressorti des analyses des différentes trajectoires que les parents ont un certain vécu partagé
notamment en termes de négligence, de carence affective et même de violence durant leur enfance. Pas tous, hein, mais quand même une partie importante. Certains ont aussi parlé de leur historique de service avec les protections de la jeunesse. Et quelques-uns ont parlé de placements vécus durant leur enfance, adolescence. Ils ont aussi parlé de leur vécu de jeune adulte qui s'est aussi inscrit dans certains obstacles, certains contextes de violence, par exemple, conjugale, qui venaient à s'ajouter finalement dans leur trajectoire et dans leur vécu que moi j'appelle traumatique. C'est aussi dans cette lunette-là là, que j'inclus tous les aspects de santé mentale. Et ça, je vous dirais, c'est ressorti là, dans à peu près tous les récits des parents. Certains ont parlé de consommation, d'autres ont parlé de déficience intellectuelle. Ce qui m'a amené, en fait, à soulever une première hypothèse, celle du trauma complexe. Et cette idée que comment les traumas vécus durant l'enfance vient influencer finalement les différentes relations du parent et on va voir comment cette dimension relationnelle-là est importante dans le vécu et dans l'expérience de la parentalité, mais aussi toute l'interprétation du monde, la gestion de ses émotions, la gestion des contacts, de ses cognitions, son évaluation aussi de lui-même. Donc, comment le vécu traumatique vient un peu transcender toutes ces dimensions-là. Donc, c'est une hypothèse qui a été soulevée. Évidemment, les résultats de la thèse ne permettaient pas de vérifier cette hypothèse-là, mais donnant un peu une espèce de souffle pour expliquer certaines des difficultés vécues. Deuxième catégorie, c'est tous les enjeux relationnels. Donc, vraiment, c'est les aspects qui sont ressortis comme étant au cœur de ce type de placement-là, notamment deux grandes relations. La première qui est celle avec la famille d'accueil de proximité. Plusieurs parents en ont parlé très longuement, parfois plus positivement, parfois plus négativement, on va y revenir. Mais aussi tout l'enjeu des relations conjugales. Donc, les parents ont beaucoup parlé de l'autre parent. Pour la plupart, ils étaient séparés, ils n'étaient plus en couple avec cet autre parent. Donc, comment toute cette dynamique de conjugalité, mais aussi de coparentalité possible ou impossible, est venue influencer finalement leur expérience. Et en dernier lieu, ce qui est ressorti, en fait, c'est qu'ils ont très peu parlé de leur enfant, donc de cette relation-là avec leur enfant. On se rappelle, certains ont été placés très jeunes. Et ce qui a amené comme hypothèse cette idée de parentalité davantage dans la symbolique, c'est-à-dire qu'on revendique un statut, on se considère parent, mais en même temps, cette notion-là, bon, de concrétude de la parentalité, elle n'est pas là parce que l'enfant ne partage pas le quotidien, je l'ai dit, mais parce qu'il y a très peu de cette relation-là qui a émergé du moins des récits. Donc, une autre hypothèse qui a été soulevée. Et enfin, troisième grand bloc là, d'éléments de contexte, c'est toute l'expérience avec l'institution, avec la protection de la jeunesse. Les parents, certains ont parlé longuement de leur relation avec les intervenantes, d'autres ont partagé certaines compréhensions ou incompréhensions des services de protection de la jeunesse et certains ont partagé aussi certaines critiques qu'ils avaient à l'égard de la protection de la jeunesse. Donc, ce qui m'a amené, ça ne faisait pas partie là, des objectifs initiaux de la thèse, mais cette idée de développer ou de regarder, est-ce que c'est possible de regrouper les parents entre eux selon un vécu partagé ou selon une expérience plus similaire? Donc, en tentant d'intégrer là, les différentes thématiques que vous avez ici, qui étaient présentées tantôt, là, mais rapidement sur les différents axes, j'ai croisé ça aussi avec deux autres variables, celle de la relation avec la FAP et de la relation avec l'institution, pour essayer de faire émerger justement des profils. Je ne reprendrai pas chacun de ces thèmes-là, mais j'attire votre attention sur le fait que sur l'axe de l'expérience, il n'y a à peu près rien qui a permis de discriminer les parents entre eux pour la constitution là, des trois profils. Sur l'axe de la pratique, il y en a deux, mais que notamment sur l'axe de l'exercice, hein, c'est celui-là qui a été le plus discriminant pour la formation des profils. Donc, trois profils ont émergé. Un premier que j'ai appelé solidarité familiale, un deuxième lutte parentale et un troisième diade conjugale et parentale que je vous présente à l'instant. Donc, le premier, solidarité familiale, inclut 4 mères. Elles décrivent toute une relation assez positive et supportante, soutenante avec la famille d'accueil de proximité. Il faut nommer que ces familles d'accueil de proximité sont à peu près toutes des grand-mères maternelles, donc leur propre mère.
Ce qui caractérise aussi beaucoup le récit de ces mamans-là, c'est qu'elles ont très peu parlé de la protection de la jeunesse dans leur récit. C'est parce que ça n'a pas pris une place importante, contrairement à d'autres parents. Et quand on regarde davantage sur les différents axes de la parentalité, on voit que c'est des mamans qui ont beaucoup moins de restrictions en termes de contact avec leur enfant. Donc, certaines sont supervisées, mais les supervisions sont assurées par les familles d'accueil de proximité, par exemple. C'est aussi des mères qui reconnaissent davantage leurs responsabilités là, dans la situation du placement de leur enfant. Donc, on peut extrapoler en disant que c'est pour qui, là, ces mamans-là, le placement en famille d'accueil de proximité semble une option intéressante, semble une option qui est gagnante et qui leur permet d'avoir une certaine place de choix auprès de leur enfant. D'où l'idée de solidarité familiale. Deuxième groupe que j'ai appelé cette fois lutte parentale, qui comprend 4 parents, donc 2 mamans, 2 papas, qui décrivent, eux, davantage à la fois une relation plus difficile avec la famille d'accueil de proximité, mais aussi avec le système de protection de la jeunesse. C'est important de nommer en fait que les familles d'accueil de proximité pour ces 4 situations familiales-là étaient tous du côté de l'autre parent. En fait, si on extrapole, là, c'est beaucoup dans la famille de ton ex-conjoint-conjointe. Donc déjà, le lien est beaucoup plus distal, je vais dire, qu'avec le profil précédent. Et sur les axes de la parentalité, comment ça s'est décliné? En fait, c'est des parents qui ont moins de contacts et des contacts en fait plus restreints. Et quand ils sont supervisés, ils le sont par un intervenante de la protection de la jeunesse. Ce qui fait sens avec le fait qu'ils n'ont pas nécessairement de relations très positives avec la famille d'accueil de proximité. Mais ce qui a surtout émergé des récits de ces parents-là, c'est qu'ils se sont distingués grandement sur le 3e axe, celui de l'exercice de la parentalité. Donc, c'est des parents qui ont mis de l'avant leur filiation, le manque de reconnaissance, mais qui ont mis aussi de l'avant beaucoup la notion de droit, de leurs droits parentaux. Enfin, un dernier profil qui inclut seulement un papa. Il faut se rappeler qu'il y avait juste 9 parents. C'est une typologie qui est exploratoire, assez descriptive. J'ai quand même décidé de le mettre dans un profil distinct parce qu'il se caractérisait par certaines choses plus particulières, puis il se distinguait en fait, notamment car c'est le seul parent qui est encore en couple avec l'autre parent de son enfant qui est placé. Et cette dynamique conjugale-là est venue influencer beaucoup le récit du parent, notamment comment il parlait de la relation un peu ambivalente avec la famille d'accueil de proximité. C'est un papa quand même dont le discours rejoignait beaucoup les parents du deuxième profil là, en ce qui a trait à sa relation avec la protection de la jeunesse. Donc, c'est un papa qui avait des contacts fréquents, mais supervisés par la famille d'accueil de proximité. Et c'est un papa dont le discours a quand même, je vous dirais, c'est quand même démarqué sur l'axe de l'exercice, là, notamment sur le manque de reconnaissance et l'affiliation. Donc, on arrive déjà, là, ça tire à sa fin, il me reste quelques minutes, mais sur ce serait une discussion où je voulais aller là, et amener un peu cette lunette intégrative du concept de la parentalité que, bon, moi, j'ai décidé là, de décliner en 3, si on veut. Donc, une première, pour moi, c'est important de situer que la parentalité, c'est une construction qui est relationnelle. Donc, toute l'importance des relations qui sont notamment au cœur de ce type de placement-là, mais aussi comment la conjugalité et la parentalité sont 2 concepts qui sont difficiles à distinguer, à séparer, et c'est ressorti notamment dans les récits des parents rencontrés. Mais comment aussi, dans ce type de placement en famille d'accueil de proximité, vient se rejouer certaines dynamiques relationnelles. C'est-à-dire que les conflits ou les difficultés qu'il pouvait y avoir avec un ex-conjoint se rejouent dans le lien avec la famille d'accueil de proximité. C'est notamment ce que les résultats ont permis de montrer. Deuxième lunette intégrative, c'est toute l'importance de tenir compte du temps, mais aussi de la trajectoire de vie des parents. Donc, de tenir compte des différents événements biographiques, de comprendre la parentalité comme un processus et non un état, processus qui évolue au gré de ce qu'on vit et de ce qu'on a vécu dans le passé, qui vient nous influencer sur comment on devient parent, quel genre de parent on est, quel genre de pratique parentale aussi on met de l'avant.
Et ce que les résultats permettaient aussi, c'est de pointer certains points de bascule. Hein. Vous vous rappelez, là, dans la notion de trajectoire, là, dans les premiers résultats, bien, comment dans la trajectoire de service, notamment, il y a des points de bascule qui sont vécus différemment d'un parent à l'autre et comment on peut essayer de porter attention à ces différents points de bascule-là dans l'intervention et dans le soutien, accompagnement qui est offert à ces parents. Et enfin, je pouvais passer sous silence l'idée que la parentalité, hein, c'est aussi un processus identitaire qui se développe dans un contexte d'inégalité sociale assez fort. C'est pas vrai qu'on devient tous et toutes parents avec la même égalité des chances, dans les mêmes contextes sociaux, et que ces contextes sociaux-là, ils ont nécessairement une influence sur le développement de cette expérience-là de la parentalité. Et l'autre aspect, en fait, c'est de rappeler que c'est des parents, bon, je me suis intéressée à leur parentalité, mais qui exercent cette parentalité-là sous une certaine loupe, hein, celle de la protection de la jeunesse. C'est des parents dont la parentalité est évaluée, scrutée, jugée quand même continuellement, ce qui n'est pas commun pour tous les parents. Et là, je conclus en 1 minute. Excusez, oui. Donc, d'abord, je pense que la thèse apporte certaines connaissances, notamment dans le champ disciplinaire, en ayant permis à ses parents de s'exprimer là, ce qui est quand même une perspective qui est peu documentée. Ça nous amène aussi à réfléchir aux formes diverses de la parentalité, aux parentalités qui s'œuvrent aussi dans la marge. Je voulais aussi situer là, certains apports et critiques du modèle théorique, mais je vais passer plus brièvement là, sur cette portion-là pour en fait conclure avec les retombées pour la pratique. Pour moi, c'est important et ce que j'aimerais que la thèse serve en termes de recommandations, c'est toute cette importance hein, de tenir compte de ces dynamiques relationnelles-là qui sont particulières à ce type de placement. Et qui peuvent se jouer à différents moments, de différentes façons, de toute l'importance aussi là, de tenir compte de l'histoire de vie du parent dans les services qui lui sont offerts. Pour moi, ça fait émerger aussi toute la nécessité d'offrir davantage de services d'accompagnement à ses parents, mais probablement vers une offre de services plus complémentaire, issue notamment, par exemple, du milieu communautaire. Et évidemment, sur l'importance d'adopter des pratiques qui sont sensibles au trauma. Je vais passer plus rapidement, là, en fait, c'est ce que je proposais d'ajouter notamment au modèle théorique, parce que je vois que le temps file et je voulais vous laisser avec cette citation de Carole qui nous dit « Disons que depuis le début, je n'ai pas eu le temps de vraiment être parent longtemps. » Et avec la réflexion où les enfants qui perdent leurs parents, on les qualifie d'orphelins. Mais les parents qui perdent leurs enfants, on n'a pas de vocable pour parler d'eux, pour les penser, pour les réfléchir et pour les inclure. Donc, je nous invite à réfléchir un peu plus largement à ces parents-là et à peut-être un vocable à développer pour eux. Voilà, sprint fini.